Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de Colfax. Après les épisodes de présentation des clubs romans, on termine, on boucle la boucle et on a coupé ça en 3 parties selon les forces en présence. Et puis, dans la 2e partie de cet épisode, on va se focaliser sur Hockey Manager. Et pour cela, on a un invité, c'est Michael Trigo. C'est lui qui a été premier de la saison régulière de la dernière saison de la Ligue Colfax et qui était 2e au total. Salut Greg. Salut Jean-Fred, plus qu'un jour, on est prêt à ce que ça reprenne enfin après 6 mois. Ouais, on veut pas de Covid, c'est juste ça. on veut avoir nos 4 matchs demain. Exactement, ça aura lieu, c'est après le problème. Exactement. Et pour ce 3e épisode de présentation, on a un invité, Michael Trigo, que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux sur Twitter et de notre Ligue Colfax. C'est celui qui était tout devant toute la saison et qui nous a énervé toute la saison. Mais on est bons joueurs. Salut Michael. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Michael. Ça fait plaisir de t'avoir à notre micro. Ouais, c'est un honneur pour moi d'être à ce micro, vraiment. Je l'écoute depuis votre saison 1, épisode numéro 1. Je n'ai pas manqué un, donc c'est un vrai honneur d'être là avec vous. Merci, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par savoir quelle est l'équipe de Michael, on l'aura pas, faut être clair. Pas en tout cas les 20 noms, les 22 noms. Par contre, l'équipe Hockey Manager. Donc, Hockey Manager. Pour ceux qui sont intéressés par Hockey Manager, après avoir fait le reste des équipes de National League, on va faire une grande capsule Hockey Manager à la fin de cet épisode. Donc, patientez un petit peu, mais on va parler de Hockey Manager. Avec Michael, on est obligé, il me semble. Mais avant ça, comme on a fait les 4 clubs romans, on avait commencé avec Lausanne-Genève, on avait enchaîné avec Fribourg et Bienne. Faut bien parler des 8 autres équipes. Et puis, on a décidé un peu de manière, je ne sais pas si on peut dire arbitraire, mais de les classer par tiers. Et puis, on a dit que on a le top 2, finalement, entre Zurich et Zug. Après, on a le middle, avec Davos, Berne et Lugano. Et puis, finalement, le fond, avec, c'est pas pour être péjoratif, mais avec Rapperswil, Langnau et Ambry. Mais alors on commence, logiquement honneur aux 2 clubs qui sont au-dessus. Et honneur à celui qui devait être champion. Exactement. Zurich, franchement l'année passée ils étaient inarrêtables et c'est reparti pour un tour, non ? Toi tu vois comment cette équipe de Zurich ? Je la vois, je pense à nouveau très très forte. Je pense qu'il n'y a pas eu de gros changements dans l'équipe. Il y a certes eu la perte de Pius Suter, mais qui va être en partie comblée par Sven Andrighetto. Ça c'est une des questions, est-ce qu'il va réussir à faire oublier Pius Suter, mais je pense que même sans lui, ça va être une grosse armada cette saison et je les vois bien aller en finale. Surtout, en fait, on a envie de voir Grunborg aussi sur des playoffs, parce qu'on l'a vu en saison régulière, il a géré son effectif hyper bien. Tout d'un coup, on a eu l'émergence d'un Axel Simic, on pensait peut-être pas, et puis il joue en powerplay. Donc, on s'attend, en fait, comme Michael dit, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, en général, quand il n'y a pas beaucoup de changements dans une équipe, puis que cette équipe elle est déjà solide, il n'y a pas tellement de raisons de penser que ça va aller moins bien. Ludovic Weber comme 2e gardien, ou en tout cas comme backup de Flueller. Je pense qu'il a montré avec Fribourg qu'il était capable de prendre, peut-être pas le leadership, jouer ses 10 matchs. Mais voilà, sans problème. C'est bien pour lui d'essayer de faire ça. La défense n'a pas beaucoup changé. En fait, ils ont même réussi à garder Tim Bernier. On ne sait pas combien de temps ça va tenir parce qu'il est prêté par Columbus. Mais si Tim Bernier reste tout le temps, il va encore se développer. C'est un futur, c'est un vrai talent du hockey suisse. Donc voilà. Tu as l'apport de Johan Morand qui amène quand même quelque chose. On parlait des playoffs justement. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui peut en playoff te faire basculer un match d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de manières avec Johan Morand de tourner un match. Et effectivement, il y a eu peu de pertes. Et il y aura un 5e étranger parce qu'on rappelle, vu que Pius Suter ne revient pas cette saison, Zurich a droit de jouer tous les matchs avec 5 étrangers. Pour l'instant, il y en a 4 sous contrat. Le 5e viendra si besoin en février ou plus tard ou avant, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il n'y a aucun stress. Il y a encore le problème du Covid et des pertes. Et chacun est en train de regarder et de compter les morts, on va dire, en termes de budget. Donc pour l'instant, il n'y a eu aucun stress. Et effectivement, quand ton attaque est aussi performante que celle de Zurich, je vois pas vraiment de panique actuellement. Puis tu dis un 5e étranger, moi quand je vois Langnau qui au début qui est en train de nous faire une clotonne en gros, à dire non, écoute, on n'a pas un rond, on va partir avec 2 étrangers. Maxwell Earl, en plus, Earl, j'allais dire Earl en plus est blessé ou en tout cas pas en super santé.
Finalement, il y a 2 noms qui viennent, qui pourraient être prêtés par des clubs de NHL. Enfin, c'est plutôt des joueurs, on va dire, de bons joueurs AHL qui tapent un peu aux portes de la NHL. Si Langnau est capable de faire ça, je pense qu'effectivement Zurich ne devrait pas avoir trop de problèmes. On rappelle, tu disais Pius Suter, alors il va jouer avec les GTK Lions, parce que comme ça, Chicago le prête finalement aux GTK Lions, comme ça, Sven Leuenberger, donc le directeur sportif, a un joueur pour toute la saison. Il ne voulait pas, avec Pius Suter, le prendre parce qu'il avait peur que au mois de décembre, janvier, quand la NHL reprendra, ils le perdent. Et puis, comme ça, il a ce 5e étranger, effectivement. Au passage, premier match de Pius Suter en Swiss League à Turgovie, vendredi soir. Le mec, il part de Zurich pour aller à Chicago et quelques mois plus tard, il se trouve à Turgovie. Franchement, le Covid, ça a quand même fait 2-3 choses assez particulières dans le monde de tout le monde et lui doit le voir assez bizarrement aussi. C'est une tristesse à part ça. Je veux dire, le mec, il est à peu près MVP de la saison dernière. Il était fantastique. Hockey Manager, on en sait aussi quelque chose, parce qu'il était vraiment très, très utile. L'année passée, Pius Suter, je crois que je l'ai pris pour les playoffs. Je crois jusqu'à la 48e journée, je ne l'avais pas. Et chaque fois, je me disais, non, mais ça va arrêter maintenant, c'est bon, on passe à autre. Non, mais tout le monde là, moi, je suis le plus malin de tous. Hein, je ne l'ai pas, je ne le prends pas. Toi, tu l'as eu quand, Pius? Je l'ai eu depuis le début. Voilà. C'était une de mes grandes pioches. Pioche Suter. Pioche Suter, exactement. Je l'ai mis assez vite en vert dans mon équipe parce que malgré que la saison d'avant, je crois qu'il n'était pas incroyable, mais il avait quand même un bon passé. Puis j'avais vu quelques matchs de lui, puis le high test, comme on dit souvent, il m'avait impressionné. Puis je me suis dit, celui-là, s'il a un bon prix, je le prends l'année prochaine. Et ça s'avérait être the choice, quoi, finalement. Après, à Zurich, on a parlé aussi, quand on faisait l'épisode sur Genève, de dire qu'il y avait pléthore et abondance de biens. Zurich, on a l'impression que c'est un peu chaque année comme ça. Enfin, à un moment, on regardait, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans, on avait l'impression qu'on pouvait faire 5 lignes. Et on se disait, mais ces 5 lignes-là, si on les met dans les autres clubs, ouais, on est 1-2, mais pas plus bas, quoi. Ouais. Alors, sans faire offense à aucune autre équipe, mais je pense que quand tu débarques à Zurich, tu ne peux pas être plus grand que l'organisation. Quand Marco Pedretti ou Dominique Diem débarquent de Bienne à Zurich, il y a un côté, j'imagine, assez humble. Ok, j'arrive dans le meilleur club européen, il a été nommé meilleur club d'Europe par l'Association européenne des clubs. Tu peux pas venir faire le mariole et dire moi si je joue pas sur le premier powerplay, je vais commencer à bouder dans le coin du vestiaire. T'arrives à Zurich et tu peux pas faire ça. Là, en l'occurrence, vu qu'on a parlé de Genève juste avant, et je pense que ça serait pareil avec n'importe quel autre club, il y a moins cet aspect humble de se dire ok, je débarque dans une si grosse machine. J'arrive à Genève, quand même je peux. Moi je suis XXX, je pourrais légitimement jouer en powerplay quand même. Pourquoi il met machin le coach? Là tu as Grunborg à la bande, double champion du monde. Dans tous les autres clubs il n'y a pas un double champion du monde. Là c'est l'exemple de Genève, mais il marche partout ailleurs. Et cet aspect, l'organisation est plus grande que tous les joueurs, même Pius Suter finalement. Et au moment de revenir à Zurich, Leuenberger lui dit écoute Pius, t'es bien gentil, déjà on veut pas perdre cette licence de 5e étranger et on va pas prendre de joueurs qui ne nous aideront pas en play-off. Il a fait le même discours à Malgin, le même discours à Siegenthaler. Donc l'organisation a un tel poids que c'est beaucoup plus facile à mon avis pour l'entraîneur, surtout quand tu es Richard Grunborg, de mettre tous les pions aux bons endroits sans que ça couine. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois le club de l'extérieur. D'ailleurs, c'est un peu aussi ce qu'on pourrait dire de Berne, finalement. C'est les 2 clubs-là. Est-ce que Davos, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont en reconstruction, mais peut-être que ça pouvait aussi marcher à Davos il y a quelques années avec... Bon, Del Curto était la star aussi, donc, mais c'est très juste. On n'est pas plus grand que les CDC, quoi. Et ce que j'aime bien aussi chez Zurich, malgré qu'ils ont beaucoup de stars, ils intègrent bien les jeunes. On a vu avec Alexis Mitch, Sigris, qui ont du temps de jeu et de temps en temps aussi ils sont sur les powerplay, ils jouent à 4 contre 5, donc ils les intègrent gentiment. Ou à Tim Bernie, j'ai l'impression que c'est une ligne droite son intégration, et il va aller, je suis sûr qu'en NHL, il pourra faire quelque chose. Donc, ils gardent aussi cet aspect jeune qui est important, je pense, pour le club. Et il sera encore plus important dans les années à venir avec le Covid et puis avec un éventuel salary cap, parce que tu ne peux pas construire ton roster comme tu veux. Tu es obligé de monter des joueurs jeunes qui te coûtent beaucoup moins cher. Et on se souvient, si on prend l'exemple de Saint-Heller, on peut prendre l'exemple de Tsanger aussi, c'est qu'à un moment, ils avaient tellement de jeunes, ils avaient une telle génération,
Ils étaient obligés de les laisser partir. Diem aussi, d'ailleurs, qui était parti à Bienne. Presque tous les gardiens de la Ligue venaient de Zurich. Exactement. Hein. C'est vrai on avait Giannoni, Berra, même maintenant Schlegel. Ils ont tous passé par le centre de formation zurichois. C'est incroyable. Et c'est cette pyramide, finalement, sur laquelle ils s'appuient depuis terriblement longtemps. Et tout le monde est en train, justement, de pas de copier, parce que Zug fait quelque chose d'un petit peu différent en ayant l'académie. Mais finalement, c'est beaucoup plus de jeunes que les Getskellens qui avaient quand même des joueurs un peu plus vétérans il y a une dizaine d'années. Mais là, maintenant, tu vois, Noah Mayer, l'année prochaine, 18 ans, il va être de temps en temps en bas, de temps en temps en haut. Il a à 18 ans de pouvoir de temps en temps aller gratter un peu de temps de glace avec les Zurich Lions. Pour un joueur comme ça va être incroyable. Il y a Bruchweiler aussi cette année qui devrait normalement prendre un... On parle de hockey manager ou pas là? Non. Qui pourrait aussi avoir un petit peu de temps de glace en haut. Et l'organisation en tant que pyramide est beaucoup mieux en place que partout ailleurs. Ils avaient 10 ans d'avance sur tout le monde et ils en profitent encore un petit peu. Mais on voit, Lausanne aimerait implémenter ça du côté de Martigny et de faire monter Martigny en Swiss League. Genève l'a fait avec Sierre, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu... Il y a moins de trajets Sierre-Genève qui sont prévus pour le futur. Je ne serais pas surpris que le partenariat se resserre un petit peu. Mais on voit avec Biasca, on voit avec le Zug Academy. Et le modèle zurichois est en train d'être copié. Donc, c'est une organisation qui est bien rodée depuis presque toujours, j'ai l'impression. De notre mémoire de trentenaire et quelques, pour certains, Zurich a toujours été assez bien rodé. Tu as parlé de Zug Academy, ça tombe bien, puisque c'est l'autre club qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire que l'année passée, ils étaient solides. Là aussi, il y a assez peu de changements. En tout cas, ils ont gardé leur gros noyau. Normalement, Zug sera là aussi un candidat sérieux au titre et peut bousculer la hiérarchie avec un Gregory Hoffman notamment, avec des étrangers, un Kovar qui a fait une saison qui finalement était un petit peu en deçà des attentes, une saison régulière. On n'a pas pu voir ce que ça aurait donné en play-off. Mais Kovar, ça peut être là aussi quelqu'un qui, s'il joue sur son potentiel, peut encore être un type qui amène un point par match. Ils ont Marchini qui est blessé, ça, voilà, c'est clair que c'est un petit peu plus embêtant, mais ils ont des joueurs qui doivent aussi confirmer, des Barofner, des Senteller qui peuvent peut-être remonter. Mais là aussi, le noyau, quand on regarde les 4 lignes, c'est très solide. Ils ont en plus récupéré 3 joueurs. Alors ça, c'est peut-être aussi 3 joueurs d'Amérique du Nord qui sont là un peu en stand-by. À l'inverse de Zurich, justement. C'est là où Sven Berger a dit non, si vous ne nous aidez pas en play-off, vous ne venez pas. Zug a dit exactement à part peut-être Bernie, mais là, on a Turkauf, on a Nico Gross, on a Tobias Geisser. Peut-être qu'un de ces 3 va rester toute la saison. C'est aussi possible. Mais là, pour le coup, si tout d'un coup ça reprend puis que les gars repartent, mine de rien, même si tu as ton académie, tu as tes jeunes et tout, ça peut faire 3 joueurs qui partent, suivant comment ils sont intégrés. C'est ces 3 joueurs qui sont importants et puis tout d'un coup, faut les remplacer par des gars qui ont moins joué. Donc ça peut être peut-être un petit bémol du côté de Zug, mais c'est vraiment très très petit. Tu les vois aussi un poil en dessous de Zurich, toi, Zug, dans ton classement, on va dire? Ouais, je les mettrais aussi deuxième. Pour ce que tu as évoqué, Jean-Fred, ça me fait un petit peu peur leur défense parce que Geiser Gross, je pense que c'est du solide, ils pourront amener quelque chose, mais s'ils partent les deux, je veux dire, on a perdu Thierry qui était quand même bon défensivement la saison passée, Sgragen. Sgragen est toujours là. C'est l'autre Z. Ouais. C'est l'autre Z. Il me semblait que c'était un Z. Ça me fait peut-être un petit peu souci, quoi. On aura toujours un top 4 défense solide, mais la troisième paire défensive, peut-être, ça pourra pêcher. Mais je pense que l'apport de Geiser et Gross en début de saison pourrait aussi être finalement important parce que je pense qu'ils peuvent amener quelque chose malgré leur jeune âge. Et ils ont Cadeno qui remplace Morand. Là aussi, je pense que cet échange-là, Zug n'est pas forcément perdant. C'est le même genre de défenseur. J'ai cette impression. Ouais, mais tu sais, c'est Reto Clay. Typiquement, je crois qu'il le connaissait de Langenthal, Cadenau, donc il sait exactement ce qu'il apporte dans le vestiaire aussi. L'encadrement des jeunes, exactement. Ça, c'est toujours hyper important. Puis pour la défense, moi, je vois assez clairement Zug nous faire un move. Ils ont Ryan McLeod comme centre de 3e ligne actuellement, qui est un joueur qui est prêté par Edmonton, sauf erreur. Dès qu'il va s'en aller, ils vont dire bon, ok, on prend un défenseur à la place de McLeod. Comme ça, on a devant Klingberg, Kovar, Torel. Offensivement, il n'y aura pas trop de soucis parce que Martini sera de retour avec Hoffman, les Senteller, les Albrecht, les Barofner. Devant, il y aura pas pour marquer des buts, il y aura toujours du monde. Derrière, si Diaz, Alatalo sont complétés par encore un bon défenseur étranger, je pense que ça pourrait rééquilibrer un petit peu leur contingent.
Et puis aussi un gardien, un Giannoni, bon bah voilà, on sait que c'est le meilleur du pays, en gros. Peut-être avec Berra. Alors voilà, on parle de Fribourg, là on est obligé de venir vers toi. C'est qui le meilleur gardien, Berra, Giannoni? Je dois mettre, même en étant fan de Fribourg, je pense mettre une piécette sur Giannoni, vu toute sa carrière, sur l'overall, je le mettrais devant. Mais la saison passée, je pense que Berra était meilleur que Giannoni sur l'ensemble de la saison. Bah, c'est surtout, il avait plus de boulot aussi, quoi. C'est ce que vous avez dit plein de fois. Il reçoit beaucoup plus de shoots. Puis Giannoni n'était pas bon au début de saison. OK manager, j'ai un peu sué en prenant Giannoni au début. Il s'est bien rattrapé, mais Berra était juste magique, quoi. Ouais, si Fribourg se qualifie pour les playoffs, finalement, c'est aussi parce que Reto Berra était à ce niveau-là. Et on rappelle quand même qu'en tout début de saison, après 4-5 matchs, je crois, Berra était un tout petit peu en dedans, ou n'avait pas fait la différence. Il y avait de plus en plus de voix qui disaient « Non, mais mettez Weber, il allait gagner un match tout seul à Lugano, sauf erreur. Non, mais c'est Weber qui doit jouer. » Puis rapidement, ça s'est calmé. Et Berra a montré que, bah non, en fait, c'est l'un des top 3 en Suisse à cette position. Voilà, après avoir fait ce premier tiers, on passe on va dire au milieu, mais on peut être surpris d'ailleurs, comme on l'a été la saison passée avec Davos-Lugano-Berne. On commence par Davos, qui nous fait top 4 la saison passée avec une équipe super jeune, comme Genève. C'était les deux équipes qui ont, je ne sais pas s'ils ont égayé le championnat, mais en tout cas, on était très heureux de voir ces équipes-là parce qu'elles jouaient bien, en fait. Puis comme il y a plein de jeunes, nous, on aime bien voir tous ces nouveaux arrivés. Davos, cette année, c'est un nouveau gardien avec Robert Mayer. Donc, la position à la place de Joran von Pottelberger. Donc, cette position a été améliorée, on peut le dire. Après, défensivement, j'ai l'impression que Dubois est blessé. Donc, on manque un peu d'expérience. Et puis, les autres, c'est les jeunes. Donc, les Buchli, les Heinen, les Barandoun, même Sven Jung, il est pas non plus, c'est pas non plus un vieux briscard. Donc, je sais pas trop quoi attendre de cette défense davosienne. Par contre, l'attaque, je me dis que là, Raffiner a construit son effectif de manière assez intelligente avec toujours alors là, pour le coup, des vieux, entre les Visères, mais même s'ils ne sont pas si vieux que ça, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Ouais, Dino, il a 31 ans. Exactement, mais on a l'impression qu'il est là depuis 13 ans, je sais pas quoi. Ambul, alors lui, pour le coup, est un peu plus vieux, mais qu'est-ce qu'il est utile et il va toujours faire ses points. Lindgren, Corvi, enfin vraiment, sans faire tout l'effectif et même avec un Baumgartner. Tu viens de tout le faire, là. Non, quand même. Non, tu regardes. Encore. Voilà. On a un noyau qui est solide. J'ajouterais quand même que sur la défense, il y a Nygren qui a été blessé pendant une très bonne partie de la saison passée. Il avait, je crois, le genou en vrac. Il a joué que 26 matchs. Alors, Rantakari est venu. C'était pas l'assurance défensive de Davos, on va dire. Avec un Nygren qui est en santé dès le match 1, ça pourrait être c'est pas un renfort dans le sens qu'il n'était pas là. Il vient pas d'un autre club. Mais quand même, on a vu quand même, depuis son arrivée en Suisse, c'est un défenseur offensif qui est ultra fiable défensivement, il tient la route, mais effectivement un Dubois en moins, ça fera un peu plus de place pour les jeunes dont tu as parlé. Pacho une année de plus aussi. Moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, et comme tu l'as dit, vu que tu as tout dit ou presque déjà avant sur Davos, Mayer c'est quand même la raison, ou l'une des raisons, il y en a plein d'autres, mais pour lesquelles Genève a fait une très bonne saison l'année dernière. Il y avait Mayer et Gauthier Desclos étaient excellents, mais le jeu de Mayer a lancé la saison, a lancé une dynamique, et finalement ces équipes un peu jeunes ou inexpérimentées, ça peut très vite se jouer sur ce genre de choses. 4, 5, 6 bons premiers matchs, derrière la machine est lancée, tu n'as plus de pression de la barre, tu regardes devant en fait. Et c'est ce qui est arrivé à Davos également l'année passée. À voir, Baumgartner, il nous a tous surpris, à moins que tu l'aies aussi eu dès le premier jour de Hockey Manager. Non, alors celui-là, je l'ai loupé, je ne l'ai jamais eu de la saison et j'y avais pensé, et puis je l'ai manqué. J'ai manqué le train Baumgartner. Peut-être j'aurais fini premier avec Baumgartner. À quoi ça tient ? Il était à 3 au tout début. Et ça, on se rappelle l'épisode qu'on avait fait avec Carlos Varela, spécial Hockey Manager. Il nous avait dit que Reto Raffiner, avec qui il était en vacances, visiblement, lui avait dit de prendre Benjamin Baumgartner. Donc, Carlos, si tu nous écoutes, c'est qui la prochaine pépite davosienne à aller chercher si jamais tu as mon numéro ? Il va de soi que transmettre. Il va de soi que je la garde pour moi, c'est évident. Et puis, on parle de pépite. Alors, c'est pas forcément une pépite au même sens que Baumgartner, parce que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé quelque chose. On attend beaucoup. Je pense
tous ici, aussi dans l'optique du jeu, c'est Turunen, parce qu'on se dit, un mec qui arrive avec 1 point par match en Finlande, il a quoi, 23, 24 ans. Comment est-ce qu'il va s'acclimater? Est-ce que le fait d'arriver dans un environnement plutôt jeune, plutôt sain, avec un Lindgren qui est aussi un Finlandais, donc déjà au niveau de l'intégration, c'est toujours un petit peu plus simple d'avoir quelqu'un de la même nationalité pour simplement discuter, te montrer les bons coins et tout. Je me demande si Turunen les bons coins à Davos, tu les trouves assez vite. Si tu vas sur la rue, tu vas à l'Ex-Bar et puis après tu continues, il y a 2-3 bons. Quoi. Il ne pourra pas avoir la Spengler parce que la Spengler a été annulée, mais il aura droit à 2 matchs par contre quand même entre Noël et Nouvel An. Mais Turunen, c'est un peu le... Ouais, ça nous titille. Reto Rafaner a dit c'est mon transfert de rêve. Ok, je pense qu'à ce niveau-là, les attentes sont assez hautes. Effectivement, c'est 43 matchs, 51 points la saison dernière en Finlande. Quand tu vois que en général, les points se traduisent, on va dire, assez bien entre la Finlande et la Suisse. Si on s'attend à du 1,1 point par match en Suisse, je vous laisse imaginer à quelle hauteur on monte. 24 ans, première expérience à l'étranger. Il y a quand même cet aspect-là à prendre en compte. Il est dans ton équipe, OK Manager? Pas encore, mais Lindgren, Turunen, c'est un duo qui fait rêver, quoi. On se dit, pourquoi en préparation, ils les ont pas mis ensemble depuis le début? J'étais un peu étonné. Dernier match, ils les ont mis ensemble. Peut-être l'alchimie va se faire, mais c'est clair, Lindgren, c'est un joueur que je suis absolument fan. Je trouve le voir jouer, c'est du plaisir, quoi. Il vole sur la glace, ce joueur. Quand il est en santé, il est juste magique. Et un joueur à suivre du côté de Davos la saison à venir, c'est Simon Knack, qui joue au Portland Winterhawks en WHL la saison dernière. Il est censé se faire drafter cette saison assez haut, 2 ou 3e tour, je pense qu'on peut l'attendre. Ouais. C'est comme ça. C'est un ailier. Il a joué le dernier match de préparation avec justement Lindgren et Turunen. 18 ans, tout jeune. Il a déjà un bon gabarit, c'est un solide gaillard. Donc il joue déjà comme un homme, on va dire. Mais voilà, ce sera sa première saison, ses premiers matchs en National League. Il a fait quelques matchs de Swiss League il y a 2 ans. Il était vraiment tout jeune. Avec Cloton. Et là, à voir, mais il va être prêté à Davos en début de saison. C'est le même cas que Geiser, Gross, Turkov et toute cette litanie de joueurs. Davos aime bien le faire jouer. Ils vont le mettre en condition pour performer. Je pense que c'est un joueur à suivre de près. On passe à Lugano. On va un peu plus au sud avec une équipe luganaise. J'ai l'impression, vous me direz peut-être si je me trompe, mais qu'il y a une hype monstrueuse autour de Lugano. J'ai l'impression que dans les pronostics, les gens n'hésitent pas à les mettre top 4 parce qu'il y a eu des transferts qui font peut-être, je ne sais pas s'ils font rêver, mais en tout cas, les noms sont là pour montrer que c'est du lourd. On a Mikkel Bødker, donc le Danois, qui était on rappelle, c'est un 8e choix de draft NHL, qui n'a pas eu la carrière peut-être escomptée, mais qui est quand même un joueur qui vaut son demi-point par match en NHL. En plus, c'est un Européen, donc il y a moins de risques qu'on ait l'effet Spooner qui vient là un peu en se disant qu'il va tout casser, et puis que finalement, après 2 matchs, il voit que ça ne passe pas du tout. En plus, il n'était pas voulu forcément par l'entraîneur, bref. Mais sinon, il y a encore Kourachev, on parlait de ces joueurs qui viennent un temps et qui, on ne sait pas s'ils vont repartir, prêtés par les Blackhawks, là aussi. Il n'a jamais joué finalement en championnat de Suisse, donc ça va être ses débuts en National League. On ne sait pas ce qu'on peut attendre. En match de préparation, on a vu qu'il commençait quand même à marquer des goals, mettre des points, donc pourquoi pas. C'est un joueur avec l'équipe de Suisse, on l'avait vu à Bratislava. On était d'ailleurs assez surpris qu'il soit dans l'équipe. On ne pensait pas qu'il allait la faire à ce moment-là, mais il avait tenu son rang et il n'était pas du tout hors de position dans cette équipe de Suisse. Et puis il y a encore Daniel Carr. Mais c'est rigolo que tu oublies Marc Arcobello en fait. Ah oui. J'allais dire exactement la même chose, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que Marc Arcobello allait à Lugano. C'est une valeur sûre de ce championnat. J'étais parti sur les nouveaux joueurs. Mais c'est un nouveau joueur à Lugano. Mais c'est un peu effacé ce transfert qui est fait depuis une année. Moi, je me dis, mais Marc Arcobello, c'est le Salah de la première ligue, quoi. Il a toujours été présent et je pense que le quatuor étranger est quand même très très fort à Lugano. Oui, parce qu'en plus, il y a encore Tim Head, le défenseur suédois, mais là aussi, comme Daniel Carr, qui sont un peu en transit. On ne sait pas trop s'ils vont repartir. Les contrats sont jusqu'à la mi-novembre ou début décembre. Donc, Carr, il a une option jusqu'à fin de l'année, sauf erreur. Mais oui, Marc Arcobello, pour revenir à lui, parce qu'effectivement, pour moi, c'est le gros transfert de Lugano, même avant Bødker.
Pourquoi ? Parce qu'Arcobello, c'est 195 matchs de National League, c'est 203 points. C'est un métronome depuis qu'il est arrivé en Suisse et à Berne. C'est 48 points, 53 points, 47 points, 55 points les dernières saisons. Il joue quasi tous les matchs. Il a une saison à 46 matchs, mais je ne suis même pas sûr que c'était une blessure. Je peux imaginer qu'il y avait du tournus de fin de saison ou une fois un corps au pied, quoi. Mais il est tout le temps en santé. Et finalement, il a quoi, 32-33 ans. C'est un joueur qui est encore en pleine forme. Et ouais, Arcobello Butker, là, on est mi-hockey manager, en train de parler de la saison de Lugano. Mais cette paire offensive, elle est assez impressionnante et elle va marquer des buts. Mais pour être un tout petit peu moins positif sur cette équipe de Lugano, c'est de l'autre côté de la glace que ça va un petit peu pêcher, à mon avis, cette saison. Déjà, tout au bout, du côté des gardiens, Schlegel, Zurkirchen. Moi, je ne vois pas ça comme une paire dominante dans la ligue. On a vu Schlegel à Berne, c'était très compliqué. Zurkirchen, ça n'a jamais été un numéro 1 dans un grand club. Est-ce que ça tiendra la route ? Après, je parlais une fois avec Chris Maxwell quand il m'expliquait comment il construisait son équipe à l'époque. Il disait, si tu n'as pas un gardien 1, tu prends 2 1 bis et tu joues la main chaude, disons. Et c'est ce qui va se passer à Lugano. Ils vont jouer la main chaude tous les soirs. Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Et derrière... Ouais, moi, c'est la défense. Alors la défense, honnêtement, quand tu vas chercher Elliot Antoniatti, je pense que c'est un joueur qui peut amener quelque chose en National League, mais pas chez un top 3, top 4. Et ils l'ont quand même signé ils lui ont donné un contrat en disant il pourrait aller dépanner à Biasca, si, mais ils lui ont donné un contrat pour jouer à Lugano. T'as Leffel, toujours. Mais après, Chiesa, alors on parlait de l'âge. Lui aussi, il a 33 ans comme Arcobello, ou 32 ans. Mais lui, il a quand même l'air d'aller toujours un petit peu moins vite. Tout à fait. On a Elia Riva. Alors moi, j'attends beaucoup d'Elia Riva cette saison. 22 ans, il va commencer à prendre un petit peu sa place dans l'arrière-garde. L'année passée, il a toujours eu un petit peu plus d'importance. C'est leur futur. Mais derrière, c'est quand même léger. On a Wellinger. Il y a deux, trois joueurs qui ont aussi de l'âge. Wellinger, il a 32, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un petit peu la manière de Chiesa. Oui, ça peut tenir, bien sûr. Oui, ils ont de l'expérience. Mais tout d'un coup, si on commence à miser sur la vitesse et tout, est-ce qu'il y a des pénalités qui viennent parce que les joueurs ont un petit coup de retard, un petit accroché, des choses comme ça? Ouais, Tim Head, on nous dit le plus grand bien de Tim Head en disant que c'est vraiment un type typé quarterback sur le jeu de puissance. Donc, capable de faire des bonnes passes, capable d'être bon en transition. Très, très bien. Mais... si au mois de novembre-décembre, tout d'un coup, il faut repartir, puis que tu l'as fait jouer sur ton powerplay 1, que Kourachev, tu l'as fait jouer sur ton deuxième trio, moi, je me dis, tu changes quand même drastiquement ton équipe. Enfin, c'est pas comme des gars, on parlait de Zug avec Guy Serregros, peut-être tu les mets en troisième bloc. Enfin bref, tu peux encore t'ajuster peut-être, même si ce ne sera pas facile. Là, les joueurs, on sait que c'est des joueurs, ils font partie, on va dire, des 2 premiers blocs. Faut être capable, pour Pelletier, de pouvoir remodeler son effectif assez vite, quoi. C'est vite vu, sans eux, on les place peut-être 8e. Hein. Donc, je les ai placés 8e. Ouais, déjà même avec eux. Donc voilà. Après, il y a encore en défense, on a oublié Bernd Wolf, là, qui vient d'Ebel, que je ne connais pas du tout. Hein. Peut-être il serait intéressant. Mais je pense que c'est un jeune joueur, si je me trompe. Je ne sais pas si vous avez dit 23 ans. 23 ans. À voir s'il peut faire quelque chose. Puis Matteo Nodari, qui fait partie de l'échange Marty et Nodari, c'est juste. Exactement. Et c'est pas un transfert, mais moi j'ai quand même l'impression qu'ils ont transféré Luca Fazzini contre Luca Fazzini d'il y a 3 ans. C'était cet été. Je sais pas, ils l'ont mis avec Arcobello et Butker. On rappelle, Fazzini, en 17-18, c'est 42 points. Et après, il est tombé. Il est tombé de la montagne, 26 points la saison d'avant, 24 la saison dernière. Il met toujours sa grosse dizaine de buts, on va dire. Quand tu as une saison à plus de 40 points derrière, on attend à ce que ça revienne assez régulièrement. Et pourtant, il n'a pas été blessé, il a joué tous les matchs. Mais c'était des saisons compliquées. Là, visiblement, ils lui font confiance. Je ne serais pas surpris que le fait que Chiesa ne soit plus capitaine, est-ce qu'ils vont lui donner le C ? Je n'ai pas lu l'info comme quoi c'était déjà fait, mais je ne serais pas surpris qu'ils lui donnent le capitaine. Le C de capitaine ou Bertaggia à voir. Mais Bertaggia, Fazzini devraient quand même être deux joueurs importants pour Lugano cette saison. Et ouais, offensivement, ils vont marquer plein de buts. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner 6-5 ou perdre 6-5 ? C'est un peu ça, là, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment... Si Lugano, la défense, tient la route, ça va passer.
Ouais, Fazzini, en préparation, c'est 10 matchs, 7 buts, 6 assists. On peut dire qu'il est gâchette affûtée pour ses buts de championnat. Hein. On passe à Berne, le 3e club qu'on a mis dans ce milieu de classement. Saison compliquée la saison dernière, pas qualifié pour les playoffs. Cette année, les mauvaises langues diront « Ah oui, mais alors il y a des pré-playoffs. Du coup, comme ça, si Berne connaît une mauvaise saison... peuvent être peut-être 10e ou 9e, ils auront une occasion de se qualifier pour les playoffs. À Berne, on a un peu changé, tout sauf la tapisserie. Non, c'est pas ça, mais on a une nouvelle GM, on a un nouvel entraîneur, on a quand même des nouveaux étrangers. Un nouvel entraîneur assistant ? Exactement, oui, parce que Lars Leuenberger est parti à Bienne. On ne sait pas trop quoi, en fait, attendre de ce Berne. J'ai l'impression qu'on a un peu de dire, on va voir, puis on va juger après. Il n'y a pas de gros renfort à Berne, en tout cas au niveau des Suisses. Quand tu vois, Thierry, c'est un super joueur de complément. Gaëtan Haas, mais je comprends. Hein. Thierry, c'est un super joueur qui va leur apporter beaucoup en défense. Zrid, je pense que c'est aussi un bon move. Mais ce n'est pas des gros renforts. Berne, tu as l'habitude, quand il faut aller signer Praplan, il y a Berne qui est toujours là. C'est le genre de nom un peu clinquant qu'ils ont eu. Là, Thierry Bader... 23 ans, je pense que s'ils l'ont pris, c'est pour une raison. C'est Alex Châtelain qui l'avait engagé, on rappelle, et pas encore Florence Schelling. Mais Pestoni, il n'a jamais fait quelque chose, il n'a jamais explosé là-bas. Ruffenhardt, il a un an de plus. Chiaroni, là aussi, tu dis, on ne sait pas trop quoi attendre de ce joueur. Il y a Kien Sopa qui va être intégré gentiment à la première équipe. Mais il n'y a rien qui me titille dans cette équipe bernoise, à une exception près. C'est Dustin Jeffrey. Et je me réjouis vraiment de voir Jeffrey à Berne. Je pense un peu la même chose que vous quand on regarde l'alignement de Berne. En vrai, la feuille de match, ça ne fait pas forcément rêver, quoi. C'est la première impression que j'ai. Moi, je regarde, je me dis, deux bons trios, mais après, derrière, si des Praplan, des Pestoni, ils sortent pas un peu les pouces du... ça va être compliqué, quoi. Donc, je pense qu'il faudra beaucoup compter sur ces joueurs de 3e, 4e trio pour que Berne s'en sorte cette saison. On rappelle aussi, tu parlais de Dustin Jeffrey, donc ils ont 3 étrangers, c'est Karunen au goal, c'est Dustin Jeffrey devant et c'est Ted Britton, le Suédois, qu'on pouvait imaginer là aussi à peu près 1 point par match, mais on a l'impression que ce sera peut-être quand même un peu moins... on va dire, s'il fait 40 points en 50 matchs, c'est déjà pas mal. Première expérience hors de Suède, à part 9 matchs en OHL en 2009-2010. Donc autant dire qu'il est allé voir là-bas, il s'est dit « non, ça me dit pas trop, je reviens ». Apparemment, centre ultra fiable défensivement de ce que j'entends. En même temps, tu dis un centre suédois qui vient... C'est presque caricatural, mais visiblement, c'est quand même ce qui transpire de ce joueur. Moi, ce que j'aime bien dans ce duo de centre Britton-Jeffrey, c'est que Jeffrey, c'est ton 2e centre. Et à Lausanne, c'était le 1er centre. Et c'est exactement... Je ne sais pas si tu te souviens ou si vous vous souvenez quand on parlait de Jeffrey qui n'était plus voulu à Lausanne. Moi, je dis, moi, si je suis Christian Dubé, je prends Jeffrey pour être mon 2e centre derrière David Desharnais. Et accessoirement, je prends Yannick Herrén avec si c'est possible. Pourquoi ? Parce que Jeffrey, contre une 2e ligne, il ne va pas être embêté défensivement. Normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, offensivement, il va te faire une sacrée différence. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé là. Et Britton devrait être le centre numéro 1. Jeffrey être matché contre des lignes un tout petit peu moins fortes. Et du coup, je pense que, à 11 à Hockey Manager au passage, vu que c'est aussi un peu une thématique, mais je pense qu'on pourrait avoir un excellent Dustin Jeffrey cette saison. Et puis Gaëtan Haas, alors je l'ai juste mentionné, mais parce qu'évidemment, il appartient aux Edmonton Oilers. Là aussi, une sorte d'engagement pour dire, tant que ça ne reprend pas, tu peux rester. Gaëtan Haas, on se souvient que Berne, le dernier titre, Gaëtan Haas arrive pour les finales et il est exceptionnel. C'est lui qui est le détonateur qui permet à Berne de passer. Alors bien évidemment, Giannoni et compagnie aussi, mais lui, il a vraiment été très très fort en finale. Donc, Gaëtan Haas, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas combien de temps on a. Et puis ça, tout d'un coup, alors là, tu as une colonne de centre, Britton, Jeffrey, Haas, tu te dis... Ouais. Tu te payes dans n'importe quel ordre, ça va. Même si Jeffrey, c'est ton 3e centre, alors là, on commence à rigoler, quoi. Exactement. Mais après, oui, il peut partir. Et que du coup, on l'a mentionné pour les autres équipes, c'est un peu le flou derrière. Parce que si tout d'un coup, ça casse ta chimie, parce que tu trouves pas, il n'y a pas... Alchimie, ne dites jamais la chimie, s'il vous plaît. Pourquoi ? On peut pas être québécois de temps en temps ? Non, alchimie. D'ailleurs, Michael dit très justement avant, l'alchimie, pas la chimie.
Ah ouais, moi j'écoute quand même RDS et compagnie, donc ils disent la chimie d'équipe. Mais pour dire, ce sera compliqué pour eux de faire 100, quoi. Alors là, on descend encore d'un étage avec les 3 clubs restants finalement. La cave là. Ouais, mais on pourrait peut-être être surpris par un Rapperswil par exemple. Donc Rapperswil, Langnau et Ambri. En gros, les budgets les plus restreints, en gros ceux qui ont de toute façon de la peine quand tout va bien. Donc forcément, quand ça va moins bien, on se demande si ça va passer. Et c'est ces 3 équipes qui vont être concernées par les playoffs. Et ça, c'est étonnant, ou par les pré-playoffs, on va dire, puisque, admettons que ces 3 équipes du bas de tableau, que tout le monde imagine être en bas de tableau, une des 3 va jouer les pré-playoffs. Parce que depuis cette saison, le 7e joue contre le 10e et le 8e contre le 9e pour les 2 dernières places qualificatives pour les playoffs. C'est pas inintéressant. Il y a un chiffre quand même, moi, qui fait mal, c'est 2850 spectateurs à Lille-Fils cette saison. Et quand tu vois, financièrement, ça va être compliqué pour eux. Et la Valachia 3100 et la St. Galler Cantonal Bank Arena 3229 spectateurs. Financièrement, ça va vraiment, vraiment être compliqué pour ces 3-là. Pour tout le monde, ça va l'être, on est bien d'accord. Hein. Oui. Mais là, les 3 derniers en termes d'affluence, franchement, Lille-Fils avec 2500 spectateurs, puis il suffit de voir l'alignement. On l'a déjà dit dans les 2 derniers podcasts, on va le répéter. Ils nous montrent bien qu'ils sont dans la merde, disons. Ils le sont financièrement et ils nous le montrent vraiment, vraiment. Même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont en train d'essayer de se faire prêter des joueurs pour le début de saison. Étrangers. Pour bricoler un petit peu, pour aussi essayer de faire venir quand même 2500 spectateurs au match, parce qu'ils se sont pris 2-3 seils déjà dans cette préparation. Clairement, mais au moins, je dirais qu'ils peuvent jouer l'esprit léger parce qu'il n'y a pas de relégation cette saison. Donc, pour ça, c'est une chance pour eux. C'est clair que ça va être compliqué, mais après, ils pourront peut-être en tirer du positif. Il y a des jeunes qui pourront jouer. Il y en a peut-être 1-2 qui pourront briller et puis construire sur ça pour la saison prochaine. Donc, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, Michael, les jeunes, ils ont des Keijo Weibel, ils ont des Salzgeber, ils ont Sturny, ils ont en fait plein de joueurs qui peuvent mettre en se disant bon voilà, ça va jouer. Maintenant, à cela près, c'est qu'on voit que s'ils essayent de récupérer des étrangers, c'est qu'ils n'ont pas aussi envie de se ramasser des tôles tous les soirs parce qu'ils se disent que ouais, ok, il n'y a pas de relégation, mais enfin le but c'est quand même pas de se présenter tous les soirs pour prendre 12-0. Ça n'a aucun sens. Maintenant, la construction d'équipe, on a Ben Maxwell et Robbie Earl, si on reprend Langnau. Et puis derrière, Andrea Glauser est blessé. On a Pounenovs qui est blessé aussi. Blessé aussi, ouais. Donc, ils ne pourront pas commencer. Ça affaiblit encore l'histoire. Glauser, on peut le considérer. Alors, on sait qu'il a signé pour Lausanne dans une année. Mais c'est quand même ton défenseur plus ou moins numéro 1. Ils n'ont pas de défenseur étranger. Donc, il faudra quelqu'un pour mettre sur le powerplay, mine de rien. On n'a plus Heinz Seller, c'est son modèle défensif ultra restrictif, et en tout cas son vrai système de jeu, on va dire, même pour simplifier ça. C'est Richard Franzen qui reprend la main, donc Richard Franzen qui était l'assistant. On peut imaginer qu'on suit un peu la tendance des Hellers, mais c'est plus Heinz Sellers, donc il aura peut-être aussi envie d'imprimer son propre schéma, quoi. Après, en plus, il te manque Harry Pessonen qui est parti, il manque Di Domenico qui est parti, c'est les 2 meilleurs compteurs de la saison dernière. Maxwell, après, c'est le meilleur compteur encore au club avec 33 points, puis derrière, tu tombes sur Julian Schmutz avec 21 points. Earl alors était blessé, mais après, qui va marquer des buts à Langnau, quoi. Et c'est toujours la même question qu'on peut aussi se poser finalement pour Hockey Manager. Quels sont les joueurs capables de la foutre au fond ? Actuellement, il n'y en a pas des pellets. Quanon peut être ce genre de joueur capable de marquer 15 buts dans la saison si ça se passe bien. Faire un quadruplé puis rien faire pendant 9 matchs. Voilà. Ruik Sager aussi avait, il me semble, été la saison passée, ou là il y a 2 saisons, tout d'un coup au début de saison, waouh, on se dit mais il est incroyable ce joueur, puis après ça s'éteint, c'est normal. En plus, alors on parlait de Pounenovs, c'est Zaeta, le jeune, qui est là aussi, voilà, il aura la chance de jouer, il aura la chance de se montrer, il aura la chance de recevoir beaucoup de tirs sans doute. Mais ça ne va pas permettre d'aller beaucoup plus haut, quoi. C'est clair que eux, viser la 10e place, les objectifs, c'est clairement ça. Et on rappelle donc Zaeta qui vient de Zug Academy, si jamais, qui avait pris 4,19 buts par match et 87% d'arrêt la saison dernière. Là aussi, c'est un club où tu prends des pellets de shoot et puis ça ne veut pas dire que ce gardien est mauvais. Je ne dis pas ça dans ce sens-là, c'est juste que honnêtement, quand ils ont signé Zaeta, j'ai dû aller voir sur Elite Prospect
quel était son pédigré, d'où il venait certes, mais quel était son pédigré. Mais parce qu'en fait, il a remplacé Tchatcho qui a signé. Le duo Pounenovs-Tchatcho était finalement assez bon. Ça faisait deux numéros 1 qui pouvaient s'échanger sans trop de dégâts. Tchatcho est parti à Ambry, ça nous permet de parler d'Ambry. Fantastique transition. Ambry, on va dire que là aussi, on essaye un peu de faire... on bricole finalement avec ce qu'on peut. On a été chercher un étranger qui nous titille. On parlait de Turunen avant. Là, c'est Julius Nettinen. On est sur un profil qui n'a pas l'air d'être trop différent. Aussi un pointeur du championnat. Alors, à l'inverse, Turunen peut jouer à Davos, où il y a quand même déjà une super structure. Là, Nettinen, on va attendre de lui. Je pense qu'on va le regarder tous les soirs. Puis faire, disons, Julius, il faut marquer 3 goals là, parce qu'on est en train de. Après 15 matchs, Kubalik était déjà à 18 points. Attends, on est qu'à 14. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas du Kubalik quand même, ce Julius Nettinen. Les bottes à remplir là-bas, elles sont quand même assez grandes. 54 matchs, 55 points à Jup en première division finlandaise. C'est sa première saison où il a explosé. La saison d'avant, c'est 23 points en 41 matchs. Il a une très grosse saison en Finlande. C'est clair pour lui. Il vient là, il fait Finlande-États-Unis en passant par la Suisse. C'est clairement l'idée. Est-ce qu'il a la capacité pour de tout ce que j'en ai vu et entendu? Oui. Après, c'est un jeune joueur. Comme tu dis, il a 23 ans. Est-ce qu'il a les épaules pour prendre ce rôle-là? Alors, je te pose la question après si tu veux. Moi, dans mon équipe Manager, c'est un joueur que je n'aurais pas du tout parce que je ne m'attends pas à ce qu'il soit à 50 points en Suisse. Vu le prix, je ne vais pas le prendre non plus. Je me souviens que Kubalik, quand je l'avais pris, il était à 12. Là, sauf erreur, il est à 14. 13,5. Ça fait un peu cher. Et je pense qu'Ambry va être Nattinen, Muller, Tverger dépendant. Quoi. Ils sont dans un grand sort. Ils ont une chance de grappiller quelques points. Autrement, sans eux... on parlait avant, qui c'est qui va marquer à on a Langnau et Matt D'Agostini. On est d'accord. Et encore, c'est de, au moins, ils ont... Top 5. Ouais, c'est même pas un top 6, on a l'impression. Sans être... Là aussi, c'est pas pour être dépréciatif, mais le sixième qui va venir, ça peut être un Trisconi, ça peut être un Kneubuller, ça peut être... Finalement, on essaye, puis ça clique, puis tant mieux. Mais il n'y a pas un nom qui se dégage impérativement, j'ai l'impression. Il faudra voir aussi au niveau de la défense. L'année passée, il y avait Nick Plastino, qui était quand même un défenseur offensif, qui prenait beaucoup de minutes de glace. Cette année, il n'y a plus de défenseurs étrangers. Par contre, ils continuent d'intégrer les jeunes. Il y a Roku Pezzulo, qui a 19 ans, qui a commencé à faire quelques matchs la saison dernière. Il l'avait mis aux côtés de Michael Ngoy, pour justement avoir ce rôle de mentor. Michael Fora, tu parles de Michael. Bien sûr, ouais. Et tu auras un Michael Fora qui est blessé en fin de préparation, donc est-ce qu'il sera sur la glace en début de saison? Ça, je ne sais pas. Et tu as Isako Dotti, 27 ans, qui est un défenseur défensif ultra fiable, mais qui ne va rien t'apporter devant. Voilà, c'est une équipe qui va être compliquée, mais l'année passée, je me rappelle, on disait chaque fois, c'était presque un cliché. Là encore, mais à la maison, ils étaient pénibles à aller jouer. En plus, l'environnement était hostile, il faisait moins 14. Alors, il ne fera pas plus chaud cette année, mais l'environnement ne sera pas aussi bouillant que peut l'être la Valachia un vendredi soir si tout le monde commence à hurler. Est-ce que ça joue un rôle? Au bout d'un moment, il faut quand même jouer les matchs. Ça se joue sur la glace, le match. Mais quand même, ce petit supplément que pouvait avoir Ambry de temps en temps, ça risque de leur manquer. On finit alors ce tour d'horizon avec Rapperswil, qui, mine de rien, quand on regarde cet effectif, on se dit, c'est pas forcément... Alors, les plus mauvais, on pouvait les classer 12 des fois, on a l'impression qu'on notait premier nom sur la feuille, Rapperswil 12. Là, je me souviens que Daniel Vukovic t'avait dit une fois, mais vous nous mettez souvent loin. Et cette année, moi, je les mets pas 12e. J'ai l'impression que Rapperswil peut accrocher ses pré-playoffs des 3 clubs là. Parce que Tchervenka, alors après il faut qu'ils soient en santé, mais parce que Clark, Moses, ils ont Rowe, là aussi Andrew Rowe, c'est un joueur qui va faire ses points. Bon, j'ai l'impression qu'il y aura pas de problème. Puis ils ont 2-3 joueurs, ils ont un Dominique Egli qui lui va devoir confirmer, ça va être très intéressant à voir parce qu'on se rappelle c'est 36 points si je dis pas de bêtises la saison passée et il nous avait surpris quand même, on pensait pas qu'il allait être surpris, bien sûr, il a surpris tout le monde. On espérait qu'il soit bon, on disait que attention Egli peut être bon. Parce qu'on l'aimait bien à Clopton si tu te rappelles. Exactement. De Egli et qu'on était très déçus qu'à Vienne ça soit si mal passé. Ouais. Mais alors à ce niveau-là, je pense que personne, faut le dire. Jérémy Vick. Là aussi, c'est un joueur qui vient t'amener une profondeur offensive qui est intéressante. Lucas Letak, Dieu sait si on l'a critiqué à Fribourg, et je suis sûr que tu as pesté contre lui, Michael, la saison dernière, qui est tout le temps à rebours sur la glace, tu as l'impression. Mais mine de rien, pour un club comme Rapperswil, peut-être qu'il peut venir amener les 6-7 buts qui vont pas faire de mal.
Et il continue à avoir des jeunes qui arrivent gentiment. Ils essayent d'intégrer Marco Lehmann, 21 ans dans la première équipe. Et il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Nico Duner. Centre de 2, 3e ligne. Ça va être de 3e ligne cette saison. Fiable, il progresse chaque saison. Et moi, j'adore le parcours de ce joueur. Et je vais le répéter peut-être cette saison une fois ou deux encore. Mais fin de contrat. Il est agent libre à la fin de cette saison. Et un Nico Duner qui était à Langenthal la saison d'avant, qui vient première saison dans l'élite, il fait 50 matchs, 16 points. Il est solide, il tient une ligne, il est capable de jouer dans son rôle. Et ça, c'est un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, sans parler évidemment des Červenka, Clark, etc. Ouais, Niffler aussi derrière au but, qui est un gardien qui a jamais été capable de franchir le pas pour être un gardien de l'élite. Il a quand même eu des chances à gauche et à droite. Est-ce que c'est l'année pour Melvin Niffler? Fin de contrat aussi, faut pas l'oublier. T'as oublié la personne que tu prends chaque année au hockey manager, Kesh Ferry, qui nous déçoit d'année en année. Est-ce que ce sera son année? Je n'y crois pas trop. Mais j'ai envie de rebondir quand même. Červenka, Clark, c'est quand même du lourd, quoi. Je pense des 3 derrière, ils ont le duo 4 d'étrangers qui est clairement le meilleur. Et j'aime aussi beaucoup Nico Duner. Moi, je pense qu'il va avoir du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, aussi en powerplay, j'espère. Puis au hockey manager, peut-être. Mais je pense qu'il pourra embêter plusieurs équipes à Rapperswil. À une époque, je me rappelle, on disait tout le temps, dans les paris sportifs aussi, tu te dis, quand qui joue Rapperswil, on met l'autre. Puis normalement, ça doit bien se passer. Cette année, il faudra faire assez attention avec eux. Ils vont être dangereux tous les soirs. Aller là-bas, les dernières saisons, les Romans ont eu pas mal de peine à Rapperswil, si je me souviens bien. Fribourg, notamment, il y a 2 ans, où ils ratent les playoffs là-bas. Ça fait on en perd 3 fois, si ma mémoire est bonne. Rapperswil, pour moi, c'est un candidat crédible à la 9e, 10e place. Alors voilà, ceux qui veulent écouter Hockey Manager, faut être prêt. Ceux qui ne sont pas dans le jeu... c'est pas trop tard. Ouais, c'est ça, j'allais dire, vous pouvez arrêter, mais non, c'est pas trop tard. On va peut-être aussi un peu parler des alignements des clubs, donc c'est pas perdu pour ceux qui aiment quand même le hockey. Et on rappelle que notre ligue est ouverte. Pour la saison dernière, on était plus de 500, on approche des 300 participants. Non, on est en 340 et quelques. Alors on approche des 350 participants. Toujours plus compétitive, donc... Oui, parce qu'en fait, comme on a commencé à faire des capsules et tout, je pense que les gens, ceux qui connaissent, des fois ça leur donne une petite idée et tout, donc... Mais c'est bien. Moi, j'aime bien me battre avec des gens qui sont bons, parce que c'est inutile de gagner en écrasant tout le monde. Et en parlant de gens qui étaient bons, on a Michael, donc on a dit au début, qui a gagné notre Ligue Hockey Manager. Félicitations déjà. Merci. Tu devais gagner des choses qui ont été toutes annulées. On est un peu désolé d'ailleurs. Ça s'est mal goupillé ce Covid. On parlait de Pius Suter qui se retrouve au GTK Lions en espérant viser les Chicago Blackhawks à cause du Covid. Il se retrouve là. Nous, on voulait vous inviter au championnat du monde annulé, au Hockeyade annulé. On n'ose plus rien faire. Raconte-nous comment ça s'est passé ta saison dernière et comment tu as fait pour être aussi bien classé pour gagner finalement. Donc, déjà, au-delà de la chance, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours un peu avoir les planètes qui sont alignées. Quelquefois, ça, je pense que pour n'importe quel manager, il faut avoir ce moment de chance, comme on disait des fois, mettre le capitaine sur le bon joueur au bon moment. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la construction d'équipe de début de saison. Je pense que j'ai fait très, très peu d'erreurs. À savoir, bien sûr, j'avais directement Egli, Smirnov. On a parlé de Pius Suter avant. Et j'avais misé sur le duo Hoffman-Kovar, qui était, pour Hoffman, au début, il flambait. Donc, c'était un capitaine set and forget. Donc, tous ces triplés, même contre Zurich, il était capitaine chez moi. Donc, ça m'a permis de prendre beaucoup de valeur dans mon équipe. Et j'ai beaucoup basé mes transferts en fonction de la valeur des joueurs. Je fais souvent ça en début de saison. Bien sûr, j'essaie de garder la symbiose de mon équipe avec des duos et des pointeurs à côté. J'essaie toujours d'avoir 2 duos avec un pointeur pour maximiser les chances bien sûr, de bonus. Mm-hmm. Et je faisais mes transferts. Un joueur allait perdre 1,5, je l'échangeais contre quelqu'un qui allait prendre 1,5 pour arriver au plus vite finalement avec 3 trios, 3 lignes complètes qui peuvent t'apporter des bonus chaque soir. C'est un peu ça le but, c'est d'augmenter la valeur de ton équipe pour arriver à une équipe ultra compétitive vers décembre, Noël. Ça dure un peu plus long la saison passée, il me semblait. Donc ça, c'était une des clés. Et puis, bien sûr, il faut
toujours être... c'est impossible que je manquais à 19h. Je suis devant mon attel, je regarde tous les line-up. Je suis prêt à changer mes lignes. Et puis, j'observais aussi beaucoup les stats des joueurs. Donc, temps de glace en powerplay de chaque équipe pour essayer de trouver les prochains bons coups, quoi. On devrait demander à la Ligue, honnêtement, les chiffres qu'ils ont à 19h ou à 18h45 quand les line-up sortent. Combien il y a de timbrés qui sont là en train de faire. S'ils ont 1000 machins qui sont en même temps sur les line-up pour regarder qui joue. Mais je suis sûr on est tous comme ça. Refresh. On avait Carlos Varela qui nous disait aussi qu'il avait des soirées de famille qui étaient compliquées parce que justement à 18h45, il fallait s'éclipser. Tu fais un peu l'autiste à ce moment-là aussi? Ah ouais, complètement. Alors, ma femme sait très bien que jour de match, je suis dans un autre monde pendant 20 minutes pour faire mon équipe. Et puis, je pense que j'ai jamais manqué un match ou une deadline. C'est juste impossible. Comme disait Varela, c'est dans mon calendrier, c'est comme ça. J'ai beau avoir des matchs de foot qui commencent à 19h. S'il n'y a pas tous les line-up, je ne vais pas me changer, quoi. J'arrive en retard. C'est comme ça, parce que il faut être assidu pour pas perdre ses points avec des erreurs qui sont finalement bêtes, quoi, parce que les line-up sont là pour ça et il faut rien manquer, quoi. C'est quoi l'importance, là on parle de la saison dernière, mais aussi pour cette saison, la balance entre la défense et l'attaque? Dans le sens, est-ce que tu préfères avoir 3 lignes qui peuvent te faire un bonus devant et une défense un peu plus faible, ou tu vises tout le temps le bonus ligne complète? Donc en ayant 2 blocs en fait, hein, top 4 et puis top 6. Alors, il faut reprendre dans l'ensemble parce que souvent, on dit que souvent les gens font 2 super lignes, puis après ils mettent un peu les joueurs, les restants un peu au bol. Mais c'est ces joueurs-là qui sont finalement encore plus importants parce qu'il faut que ce soit des joueurs à faible valeur qui jouent et qui vont prendre de la valeur. Donc moi, je construis mon équipe en pensant d'abord à ces joueurs et en regardant peut-être il y a 2 jours à 1, 3 jours à 1, peut-être il y en a 4. Et ça va me donner le budget pour le reste. Et après, j'ai eu 2 tactiques différentes. Il y a 2 ans, j'avais pris Yunland Outersander, qui m'apportait un bonus défense à chaque match. Et la saison passée, mon meilleur défenseur, c'est Glauser à 9. Et j'avais pas vraiment 2 top défenseurs, mais j'avais une équipe très balancée. T'avais Egli. Mais j'avais Egli. Voilà. J'avais Egli, bien sûr. Il n'y a pas de Egli cette année. Il n'y a pas de Egli cette année. Il faut le dire assez vite. Je pense pas qu'on va voir un défenseur à 2,5 exploser à 12, quoi. C'était juste incroyable. Donc après, c'est aussi en fonction des valeurs, des duos qu'on peut trouver. Je ne pense pas qu'il y ait une tactique qui est la bonne, quoi. Mais cette saison, je pense que je vais plutôt pencher pour avoir 2 bons défenseurs et puis avoir 6 autres défenseurs qui jouent, quoi. Ok, donc que 2, c'est intéressant. Moi, j'ai de la peine à construire mon équipe avec un top 4. Il n'y a rien qui me motive J'ai l'impression qu'il y a des défenseurs qui sont trop entre 5, 6, mais qui t'apportent rien finalement, qui n'ont pas de potentiel de revente intéressant et que soit les autres sont trop chers. Enfin, j'arrive pas à trouver une balance mais l'idée est bien sûr que dans 2 mois, j'ai 2 chances d'avoir de bonus de ligne complète. C'est clair, au début de saison, il n'y en aura qu'une. Probablement, des fois, avec un peu de chance, une deuxième. Et petit à petit, c'est les transferts, maximiser son équipe, faire prendre la valeur qui va te permettre de prendre les joueurs. On pense à Yannick Blazer la saison passée qui était à 4-5. Sa valeur, elle a explosé. Je l'ai pris assez vite, pensant que j'ai regardé sa valeur. Je me dis, il peut que augmenter au minimum de 4. Et c'est ce qui était le cas. Et après, j'ai pu l'échanger contre Alatalo. C'est comme ça qu'on grimpe petit à petit. Puis on a 4 super défenseurs, 5 et 6 à la fin de la saison. Il y a une question qu'on s'est tous posée déjà environ 3000 fois depuis que les valeurs sont sorties. Est-ce qu'on prend ou pas Linus Omark dans notre équipe? On rappelle qu'il est à 15 de valeur. C'est, je pense, la question que chaque manager se pose. Et je me la suis posée. Et puis j'ai essayé au lieu de faire un coin flip, un peu je le prends pas. Moi, dans ma réflexion, j'ai essayé de poser un peu des stats, des nombres pour savoir si j'allais le prendre. En toute honnêteté, je pense que c'est pas si je le prends ou pas, c'est quand je vais le prendre. Donc, si je pense qu'il ne va jamais être en dessous de 15, c'est un joueur à prendre parce que il est juste incroyable. Il va scorer 1 point par match, c'est quasiment sûr. Mais est-ce qu'il va potentiellement descendre de valeur? Et pour ça, j'ai regardé ses stats. Il avait souvent 1 point par match, mais par exemple 12 buts, 40 assists. Donc, je pars du postulat que c'est plus un joueur qui va être sur beaucoup de passes, qui va faire plein de points. Mais il va rarement faire un hat-trick comme Hoffman
qui va faire exploser sa valeur très vite. Partant de ce postulat-là, quand on a une valeur de 15, il faut avoir une moyenne de 1 but par match pour tenir sa valeur. Donc, j'ose imaginer qu'à un moment donné, sa valeur, il va être peut-être un peu en dedans, des fois ça ne va pas rentrer. Sa valeur, on rappelle, la valeur change toutes les 2 semaines quand même, donc c'est assez dynamique. Il y a des chances qu'il descende. Donc là, dans ma feuille Excel, je calcule toujours le nombre de points que doit faire un joueur pour gagner 0,5 ou perdre 0,5. Au début, c'est assez logique vu qu'on n'a pas joué de match, mais durant la saison, c'est un élément qui influe mes transferts. Et là, il doit en faire 76 pour 74 pour pas descendre. Donc, c'est quand même 6 buts, quoi. Et il joue 5 matchs avant le premier changement de valeur. Donc, c'est ma réflexion qui me fait tendance à dire que je vais probablement pas prendre remarque. Mais c'est difficile parce que il y aura, je pense, un ownership de 50% avec Linus Ullmark. Je sais pas si on se rend compte quand même de la précision du type. Donc, c'est le nombre de matchs, le nombre de points. Là, tout d'un coup, je me suis dit, ouais, alors Ullmark, je vais pas le prendre finalement. Bon, alors, il faut l'avocat de la défense, là, c'est pas possible. L'avocat de l'attaque, en l'occurrence. Moi, j'y réfléchis différemment, sans dire que j'ai raison ou que tu as tort. Évidemment, je crois que là, en fait, on verra après 10 matchs celui qui avait raison ou celui qui avait tort. Et je suis pas sûr de l'avoir, encore une fois. Je n'arrête pas de changer. Moi, mon idée, c'est de faire la paire Ullmark-Vermin. Tu parlais de duo. Je dis Ullmark, il est à 15, Vermin, il est à 8,5. Ça fait 23,5 pour ces deux joueurs. Je me dis, si Ullmark est à 13,5 et Vermin à 10, je les prends, en fait. Et donc, je me dis, finalement, Ullmark, que ce soit 15 ou peu importe le chiffre, c'est la moyenne de ce duo qui est importante pour moi. Et pour cette raison-là, je me dis, ça vaut presque la peine. Et il y a une deuxième raison qui me fait plutôt, pour l'instant, pencher pour l'avoir. C'est mon capitaine. Et souvent, je panique en me disant, je mets lui ou lui ou lui ou lui. Si tu as Ullmark et si tu payes 15 pour avoir un joueur, tu le mets capitaine tous les soirs. Et m'enlever ce mal de crâne, je me dis, ça peut valoir la peine. Et même s'il descend à 14, en fait, je comprends l'idée de se dire, ok, si je le prends à 14, j'économise un que je peux mettre ailleurs plus tard, ça c'est une évidence. Par contre, si je me dis, ok, pour moi, Ullmark, sauf s'il rentre en Russie, et encore, peut-être que je le garderai quand même par principe, il sera là jusqu'à la 50e journée. Donc, finalement, qu'il soit 15, 13, 22, j'ai décidé... 52e journée. Voilà. J'ai décidé de le garder toute la saison. Donc, les fluctuations de son prix ne vont pas me faire changer d'avis. Et donc, voilà, c'est mon capitaine pour toute la saison. Et pour cette raison-là, je vais le prendre. Mais c'est pas encore... Il faudra que je réécoute ce qu'on a dit les deux pour me faire une décision peut-être un peu plus tard. Mais je pense, au final, il n'y a pas de juste ou faux, comme tu dis. Il faut que le manager fasse une réflexion derrière son choix. Et il l'aura faite pour une raison qu'il aura trouvée juste à ce moment-là. Après, il y aura... Pas l'émotionnel, en fait, c'est ça. Exactement, il faut essayer d'être posé et puis de justifier son choix. C'est le plus important. Souvent, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Mais au moment où on a pris le choix, on sait pourquoi on l'a fait. Donc, on le regrette un petit peu moins. Moi, je te pose la question aussi, parce que là, on est sur un joueur à 15. On a Chervenka qui est à 15, et puis on a Greg Hoffman qui est à 15,5. Est-ce que un 15,5 qui peut, on se dit, les gens, ils regardent ça et voient la liste, ils disent, c'est le meilleur joueur, puisque c'est lui qui est le plus cher, donc c'est celui qui est censé t'apporter le plus de points, admettons. Hein. Mais on a l'impression qu'il est trop cher, Hoffman, non? C'est clair, il a eu une saison incroyable. Je pense qu'il est un petit peu cher. C'est la même réflexion que Linus Ullmark. Après, c'est plus un buteur. Hein. C'est un buteur né, Hoffman. On ne sait jamais avec lui. C'est la même chose. Si on prend Hoffman, il sera capitaine. Parce qu'autrement, on va se dire, non, merde, j'avais Hoffman et je ne l'ai pas mis capitaine. Je suis totalement d'accord avec la réflexion du capitaine. Si vous prenez Ullmark, il doit être capitaine chaque match. Même s'il joue contre Zurich, parce que peu importe l'adversaire, c'est le meilleur joueur de la ligue. Donc voilà. Et après... J'aime aussi bien la réflexion. Avant, on disait comment tu as fait pour bien réussir la saison passée. C'est aussi de construire son équipe sur le long terme. Je ne vais jamais prendre un duo d'une équipe que je vais aller en play-out. Même si Clark, Chervenka, sur le papier, on va faire plein de points. Mais il faudra 2 transferts à un moment de la saison pour prendre 2 autres joueurs. Et les transferts dans ce jeu, c'est la clé. Il ne faut pas en perdre un pour rien. Parce qu'il y aura des blessures, parce qu'il y aura le Covid en plus. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand je prends des joueurs chers. On peut prendre Ro Andrighetto. Si vous prenez ce duo, il va rester là les 52 matchs. Sauf blessure ou grosse sous-performance. D'ailleurs, Ro Andrighetto, c'est envisageable
On parlait de Omar Vermin. Alors, du coup, c'est plus cher que Omar Vermin, cher, ouais. Ro Andrighetto. C'est plus cher, exactement. Au début, je ne l'ai pas du tout considéré. Et je dois dire que récemment, je le considère quand même parce que Ro, c'est un peu comme Arcobello, c'est une valeur sûre. Il aura son point par match, donc on peut l'utiliser comme pointeur. On parle toujours d'avoir un duo et un pointeur. Mais après, je me dis, Andrighetto aussi, il joue 7 matchs avant le premier changement de valeur. Donc, il y a une autre chose que j'analyse aussi beaucoup, c'est le calendrier. Mm-hmm. Donc, dans ma feuille Excel, ça me met le nombre de matchs par équipe avant chaque changement de valeur. Donc, on peut regarder dans le futur et voir que, par exemple, Lausanne va jouer 7 matchs avant le premier changement de valeur et Davos 4. Ça a considéré en faisant son équipe. Par exemple, je pourrais partir du postulat, je me dis, je ne voulais pas un joueur de Lausanne, mais peut-être que je prends un Konaker ou un autre joueur et je me dis, ce sera mon premier transfert. Mais pour les changements de valeur, il ne faut pas 5 matchs? Il faut 5 matchs, oui. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est qu'au premier changement de valeur, Davos, ils ne vont pas changer. Exactement. Ouais. Donc, ça veut dire qu'un Turunen, par exemple, si on est intéressé par un Turunen ou un Lindgren, on ne peut pas espérer qu'il passe pour un Lindgren de 11,5 à 13, si tout d'un coup... Justement, ce qui te permet de dire, OK, je veux Lindgren, mais je vais être sûr que ça va vraiment être... La paire avec Turunen va fonctionner. Mais il n'y a aucun risque de le voir augmenter. Donc, toi, tu le prends, Lindgren? On en parlait avant, quand on parlait de Davos. Franchement, il me fait de l'œil. Mais si je le prends, en toute honnêteté, je ne vais pas le prendre depuis le début. Je regarde Konaker, Lindgren, c'est la même valeur, si je ne me trompe pas, à 12. Non, Lindgren, c'est 11,5. 11,5, 12 ouais, c'est pour Konaker. C'est à 0,5 près. Du coup, je ferai Konaker. 12 Konaker. Ok. Il va jouer 7 matchs. Après 7 matchs, je le change contre Lindgren. En principe, je gagne 3 matchs sur un joueur en faisant ça. Et si Konaker surperforme, je pense que Konaker va pas avoir un ownership énorme. Donc, ça peut être un peu un differential, comme on dit en anglais sur FPL, ou Gibson, ou n'importe quel autre joueur. Gibbons, ouais, pardon. Du coup, ça peut être intéressant comme move, comme aussi comment réfléchir. Ok, je sais que le 20 du 10, je vais faire un transfert. J'ai tendance à partir, je vais peut-être partir dans cette optique-là. On a Fazzini, Arcobello, Butker. On parlait de cette ligne-là quand on parlait de Lugano. Là aussi, c'est 12,5, 12,5 pour les deux étrangers. Fazzini, il est à 9,5. C'est qu'il faut que ça commence la saison. Quand tu connais tous les prix des joueurs par cœur, faut que ça commence maintenant. C'est l'heure. Mais là aussi, 12,5 et 9,5, ça fait 22. Moi, c'est un de mes duos, c'est justement Arcobello-Fazzini. Pour l'instant, au début, j'avais pris Arcobello-Butker. Je me suis dit, mais les deux, ils seront tout le temps ensemble, c'est super, je les prends. Après, tu dis, ouais, mais en fait, Fazzini sera aussi tout le temps là. Il va pas faire beaucoup moins de points, mais il prend pas une licence d'étranger. Et 2, il est 3 points moins, enfin, il est 3 millions, il est 3 moins cher que Butker. Pour cette raison-là, c'est ce vers quoi je me tourne. Il y avait la hype Lugano, ils vont marquer plein de buts. Essayons d'en profiter. C'est ma réflexion. Je dois dire, bien sûr, j'envisage Arcobello, Fazzini, Butker comme duo. Voire peut-être certains, ils vont mettre un trio peut-être. Le seul truc qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'il y aura tellement de personnes qui vont le prendre. Et en prenant un autre duo, on en discutait avant, c'est possible d'être un peu différent des autres. Et sur un jour où il sous-performe, et ton duo performe, tu fais un top 50, un top 100, et on sait que ça aussi, c'est important de pouvoir faire des top 50, des top 200 pour gagner un peu de cash, pour faire des transferts. Ouais, parce qu'on rappelle, quand on est top 50, médaille d'or, ça fait 2 millions en plus. En médaille d'argent, c'est quoi, le top 200 ou 250 200. Ça fait 1 million. Et puis le top 500, donc bronze, ça fait mine de rien 0,5. Et quand tout d'un coup on a envie de changer, on parlait d'un Lindgren et d'un Konaker avec 0,5 de différence, d'avoir ce 0,5 en banque qui permet de faire le transfert 1-1, c'est pas négligeable. Là, on a beaucoup parlé des joueurs, on va dire, un peu évidents. Justement, Arcobello, Fazzini, Butker, Omar, etc. Il y a tout un segment, on va dire entre 6 et 9, quelque chose comme ça, de joueurs moyens qui doivent performer mieux que leur prix. Peut-être on en a identifié sans forcément tous nous les révéler, mais même, il y en a peut-être une dizaine, donc finalement, tu ne révèles pas ton équipe. Mais c'est quoi tes joueurs ciblés? Donc là, je vais juste prendre ma liste, parce que j'ai une liste Excel où je cible les joueurs, justement. C'est pour ça que j'importe les joueurs sur une feuille Excel, comme ça je peux mettre des notes sur les joueurs et puis les mettre dans ma watchlist ou pas. Mais comme ça, je me dis, je pense à Linus Omark, je pense à Vermin, 8,5.
On sait que Vermin, il peut avoir des downs durant la saison, mais avec jouer avec un Linus Omark, je pense à 8-5, ça peut être une très très bonne pioche. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, complètement. Vermin Omark, pour moi c'est une évidence. Enfin non, ils seront pas. Je sais pas. Justement, c'est ça qui me tue, c'est que quand j'enlève Omark, je me dis, mais alors faut que j'enlève Vermin maintenant parce que j'ai plus le duo, ça va plus. Et si j'utilisais Vermin comme pointeur, comme tu disais, pour épauler mon duo, admettons Arcobello-Fazzini, tu as Vermin qui va faire son 3/4 de points par match, on l'espère. Tyler Moya 6,5 dans le genre de joueurs qui ont une valeur intéressante. C'est clair. Il fait envie, il va sûrement jouer du powerplay. Est-ce que avant le départ de Ria, il va peut-être pas être... on parle souvent de powerplay, de temps de jeu en powerplay, mais c'est clair que les positions sur les ronds centrales en powerplay et le défenseur sont ceux qui font le plus de points. Donc il faut aussi essayer de cibler ces joueurs-là en powerplay. Celui qui est devant le gardien, il va de temps en temps dévier un puck. Mais c'est Ro Peterson à Zurich et Noro qui font les points. Il faut pas se leurrer. Donc, personnellement, je ne sais pas quelle position aura Moy sur le powerplay. L'idée, c'est de le faire jouer à la place de Ria, justement. Donc, dans cette position-là, mais dans un second temps. Donc, je pense que ça peut être une bonne pioche, peut-être en second temps. En tout cas, c'est clair qu'il est dans ma watchlist. Et puis... Il y a encore qui, alors? Il y en a plein. Franchement, on pense Julien Sponger. Fan de Fribourg, je dois penser à Julien Sponger. Il n'a jamais été autant bas qu'est-ce qu'il est cette saison. Après, il est un peu... J'ai l'impression qu'au terme santé, son genou, c'est un peu compliqué. On l'a vu, il était blessé en préparation. Mais ça reste un sniper hors norme. But en prolongation, Julien Sprunger. Voilà. But en prolongation, 30 points. Ouais. Il est à 9. Corvi, le joueur favori de Greg. L'un des. Non. Ça fait envie. Après, en descendant plus bas, Bertaggia fait une saison incroyable. Un joueur que j'aime beaucoup, il va tellement vite, ce joueur, il est aussi très beau à voir. 7-5. Pour 17 goals l'année passée, non? C'est ça, peut-être. Je me demande si en fin de saison, il est un peu sous-performé, parce que c'est un peu ça. Hein. Les joueurs, il faut essayer de cibler certains joueurs qui ont sous-performé en fin de saison, parce que leur valeur a descendu, puis qu'ils ont un peu un renouveau cette année. Donc, c'est là qu'on peut trouver les bonnes pioches comme ça, parce que leur valeur a descendu. C'est comme ça qu'ils fixent un peu les valeurs en fonction de la forme de la fin de la saison passée, je pense. Il me fait de l'œil, ce Bertaggia. Ouais, je l'ai aussi dans mon équipe actuellement. Ouais. Mais du coup, je commence à avoir 3 Luganais. Fazzini, Arcobello, Bertaggia. J'ai même Elia Riva derrière en ce moment. Et je me dis, j'ai pas envie d'avoir tout Lugano, je suis pas Pelletier. C'est un peu embêtant. C'est aussi une des clés du jeu. On en revient à chaque fois des petits tips, mais c'est pas d'avoir 6 joueurs de Zug, 6 joueurs de Zurich. Quand ils jouent pas en plus une soirée. Quand ils jouent pas, c'est clair, il faut avoir des joueurs de Zurich parce que je regarde le calendrier. La fois où il y a un match, les 2 premières fois, c'est 2 fois Zurich. Donc, c'est là, il faut aussi un peu jouer avec le calendrier pour avoir le plus souvent possible au minimum 2 lignes compétitives. Donc, je fais un mix d'équipes que je vois aussi principalement aller en play-off. Sauf des joueurs qui vont prendre la valeur, bien sûr, et que je vais transférer plus tard. D'ailleurs, ce qui me fait sourire, c'est quand il y a un match, par exemple, je me rappelle la saison passée, Ambry jouait des fois un match tout seul le dimanche, puis tu allais regarder le top. C'était que des gars fans d'Ambry qui devaient avoir, je pense, toute l'équipe. Donc forcément, quand Diego Kostner met 2 goals, la plupart des managers, ils l'ont pas. Eux, oui. Et puis, toi, tu te mets à mettre Forler capitaine, c'est le seul joueur que tu as. Exactement. C'est très juste. Et puis, on peut parler des joueurs. Là, on a parlé du tiers, du milieu. Moi, ce que j'aime aussi dans ce jeu, tu disais que tu construisais tes équipes en partant du fond. Moi, j'ai fait pareil cette année. J'ai tout de suite été regarder les joueurs qui valaient pas beaucoup. Et puis après, je complétais avec les joueurs qu'on connaît. Mais, et là aussi, il faut pas trop dévoiler. On sait qu'il y a plein de gens qui nous demandent en même temps, on veut pas qu'on ait tous les mêmes équipes. Ce serait quand même un peu ridicule. Mais... Ouais, c'est un peu le job de manager d'aller chercher la pépite, quoi. Et surtout, il faut avoir des plans. Parce qu'on trouve 3 joueurs 1 magnifiques, super. Le line-up arrive jeudi et il n'est pas sur la feuille de match. Exactement. Et le seul joueur que tu veux, c'est 1,5 et ton équipe. Et c'est terminé. Tu dois faire 3 changements en urgence et c'est pas ce que tu veux. Alors, personnellement, je me dis, OK, si jamais ce joueur n'est pas là, il faut que j'aille des plans B dans mon équipe. Je prévois à l'avance qu'au minimum, par exemple, si j'en ai 3 de joueurs à 1, qu'il y en a un qui ne commence pas. Parce qu'il y en a
quelques-uns qu'on peut imaginer qui vont commencer la saison qui valent 1. Si on en dévoile un, je pense que c'est Stourny à Langnau. Je pense qu'il va jouer dans un des 4 trios. Ok, mais il y en a d'autres. Par exemple, David Abicher à 2. En début de saison, je dis mais David Abicher, je le prends. Sur certains, Pareil. C'est le premier gars en vert et tout. Début de saison de préparation nickel. Et maintenant, il va peut-être être le 8e défenseur. Je il va pense peut-être qu'il sera jouer. surnuméraire. Je pense qu'il sera surnuméraire. Après, il faut aussi prendre ces joueurs en pensant sur le long terme. On pense la saison passée à Guillaume Colère, qui était blessé. Je voulais le prendre et j'ai pas osé le prendre quand même en sachant qu'il allait potentiellement jouer après. J'ai pris Carafa, qui était un poids mort toute la saison. Ouais. Il était à 1, il est resté à 1. Et avoir quelqu'un à 1 qui évolue pas dans ton équipe, il n'en faut pas plus que 1 parce qu'autrement ça va être compliqué. J'avais Colère aussi, mais l'année passée dans le genre poids mort, j'avais Losley qui était toute la En fait, comment dire, la place du mort sur la ligne avec Chervenka et Clark, tu te dis c'est lui qu'il faut prendre chaque fois. Ouais. Et cette année, ça n'a pas arrêté de changer. Il y a eu Gianmarco Vetter qui a joué un moment. Il y a eu Schwery. Oui. Il y a eu Losley. Schwery est à 4, tandis que Vetter est à 1. Donc, ouais, mais typiquement, Vetter, moi, je ne le prendrais pas, par exemple, si je dois donner mon avis sur cette question. Je sais que c'est un joueur qui est assez... beaucoup de gens veulent le prendre. Ouais, je l'ai d'ailleurs. Moi, je ne le prendrais pas, par exemple. Alors, comme pour Omar, hein, tout le monde aura raison à la fin. La moitié auront tort à la fin de la saison. Après, c'est pas faux de le prendre parce qu'il a joué toute la préparation. Il y a de grandes chances de commencer. Un joueur à 1 qui joue, qui va jouer beaucoup de matchs, c'est pas une erreur. Mais c'est plus intéressant quand c'est un défenseur parce qu'on sait que si tout d'un coup l'équipe prend peu de buts, là la valeur peut vite monter. Un défenseur qui joue, sa moyenne, s'il ne prend pas des pénalités de match comme Sven Jung il y a 2 ans, je me rappelle, il prenait pénalité sur pénalité, il m'avait beaucoup frustré. Il va augmenter à 3, 3,5, voire 4 en grappillant un assist par-ci par-là avec les 6 points de bonus défense. On rappelle quand on a 2 buts ou moins, un défenseur va prendre la valeur. Ils sont encore plus importants, ces défenseurs pas chers. Bon, alors c'est qui? Du coup, je me demande, on parlait de David Abicher. J'ai presque quand même envie de le prendre parce que je me dis, Fourer va manquer 15 matchs cette saison. Donc on peut partir ce postulat-là. Hein. On regarde les 4 dernières saisons, c'est comme ça. Je sais pas, il y a Alplanal qui se blesse une fois, il va avoir du temps de jeu à un moment donné. Et est-ce que ce sera un Sandro Schmidt que petit à petit il va prendre du temps de jeu puis il va garder sa place? Je pense qu'il y a des chances. Donc, est-ce que le transfert que tu ne fais pas pour le faire venir dans un mois vaut le fait de ne pas avoir ce 1 en début de saison? Finalement, c'est la question à laquelle il faut répondre. C'est clair. Moi, j'essaie pas de perdre des transferts sur ces joueurs à 1. C'est dans l'idéal, bien sûr. Hein. C'est comme l'année passée, ceux qui n'avaient pas Smirnov, ils ont dû prendre un transfert pour avoir Smirnov. Parce que quand tu sors un joueur qui a 1 pour prendre un autre, tu vas pas gagner de valeur dans ton transfert. Exactement. Et comme je disais avant, c'est une des clés en début de saison. Pour moi, je veux gagner 3 virtuellement en faisant un transfert. Donc, j'ai fait pareil la saison passée. C'est pour ça que si par exemple avec David Abicher, si je le prends, je me dis je le vois sur 50 matchs. Et il va rester dans mon équipe 50 matchs. Je peux me permettre de citer en fait 2 noms que j'ai. Alors, des gars à 1. On se mouille un peu. De toute façon, je pense pas qu'on. En plus, tu les as déjà cités avant. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. Mais Simon Knag de Davos, tu as bien expliqué la problématique et le fait qu'il joue avec 2 étrangers. Là, c'est un transfert qui va arriver probablement quand il va partir en Amérique du Nord. Mais ça peut être au mois de janvier. Donc voilà, d'ici là, on aura quand même peut-être 2 salves de transfert. Donc on peut se dire OK. Et puis à Ambry, alors là c'est un défenseur, c'est Rocco Pezzulo. Je pense qu'à peu près tous les gars qui sont très assidus à Hockey Manager ont noté Rocco Pezzulo parce qu'ils ont vu qu'il jouait à Ambry. Puis c'est ce qu'on disait avant, c'est le défenseur qui joue et qui peut monter et peut-être passer à 2-5 puis à 4 et du coup nous permettre de le changer après pour prendre un joueur un peu plus intéressant. Ouais, personnellement Rocco Pezzulo je l'ai. Je pense que tout bon manager qui se respecte va l'avoir. 3 longs là, par exemple, autour du micro. S'il sera sur la feuille de match, il sera dans mon équipe. Et comme j'ai entendu dire de copain tessinois, il a assez bonne presse en plus. Oui. Donc il mise beaucoup sur lui. En plus, ils vont pas faire venir un autre défenseur étranger. Donc je pense que c'est vraiment pour tout manager, il faudrait prendre Monsieur Pezzulo. Il y a Michael Fora qui m'a intéressé longtemps, puis le fait qu'il soit blessé, c'est plus compliqué, mais c'est un défenseur qui vaut 9,5 sauf erreur. Je l'ai enlevé il y a un moment, du coup, maintenant, à cause de ses blessures,
mais il va jouer environ 2 minutes par power play à Ambry. Est-ce que malgré le fait qu'il soit une équipe condamnée au play-out, tu te verrais avoir un joueur comme ça? Alors, je pourrais le considérer parce que je l'ai pris l'année passée. Ouais. Donc, je savais qu'il allait en play-out. Mais je me suis dit, est-ce qu'un Euro à 14 et un Fora à 9,5 qui vont jouer le même temps que powerplay, Euro bien sûr est meilleur, mais il est pour moi beaucoup trop cher. Alors, j'ai vu circuler un poll sur Twitter, je prends Gunderson ou je prends Tom Ernest. Tu aurais dû rajouter la question, je prends aucun des deux. Sont les deux trop chers, tu penses? Il va leur prix. Hein. Oui. Ça, c'est clair. C'est pas faux de le prendre, mais c'est comme aux marques. Hein. Il faut assurer derrière. Il faut assurer. Et je veux dire, si tu as Gunderson puis tu n'as personne pour le mettre à côté, je préfère avoir 2 joueurs à 9 qui ont de grandes chances de faire des bonus lignes. Ça va me rapporter autant de points que d'avoir Gunderson et puis Bloom à côté ou je sais pas, à 6. Donc, il faut se poser cette question-là. Ces défenseurs, ils se prennent presque par paire. On prend 2 bons, on prend 6 moyens. Il faut bien penser à ça. Mais un euro, à un moment donné, je l'aurai dans la saison, je sais. Mais pour l'instant, c'est trop cher. Gunderson me fait tellement de l'œil. J'adore ce joueur et je me dis qu'il va jouer aussi 14 minutes powerplay par match. Puis maintenant, il y a aussi Marc Barberio. On en a parlé parce que quand Greg a été interviewé aussi pendant le match, pendant une des pauses de Fribourg-Lausanne, et Barberio, il a marqué 2 buts. Donc, mais il est à 12,5. Donc là aussi, tu te dis, ok, est-ce que la hype, c'est juste... On rappelle, c'est un match. Hein, donc, c'est bien joli, match de préparation. Mais ça compte pas. Alors, Barberio est maintenant capitaine du Lausanne Hockey Club. On peut imaginer qu'on va lui donner un peu plus les clés de la maison. Mais bon, c'est 12-5, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a jamais joué en Europe. Tandis que Gunderson et Tom Ernest, on sait ce qu'on a. Exactement, c'est la question à se poser. Mais c'est 2 millions de moins. C'est intéressant. Et il joue 7 matchs, je rappelle au début. Hein. Lausanne joue 7 matchs, c'est important à considérer. Alors, prendre Barberio, il joue ses 7 matchs. Après, si ça ne joue pas, le transfert est vite fait. Quand tu as un joueur cher, ce qui est cool, c'est que tu peux le transférer qu'avec plus ou moins n'importe qui. Ouais, mais bon, tu as 5 transferts aussi. J'ai bien compris que tu disais que les transferts, c'était une des clés hyper importantes. Puis ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, mais si je prends Barberio, par exemple, et après 7 matchs, il va perdre la valeur, je vais prendre quelqu'un qui a la même valeur qui va prendre la valeur. Ouais. Donc, je garde ma logique. Et je sais pertinemment que je vais faire un transfert le 20 du 11. J'ai ça dans ma feuille Excel aussi. Donc, le 20 du 10, il y a le premier changement de valeur. Et le 3 novembre, à la seconde. Dans l'idéal, je vais faire un transfert avant chaque changement de valeur. Les 2 premiers changements de valeur. S'il n'y a pas catastrophe. Hein. Les transferts, tu les gères comment? Il y a des fois où tu as encore des transferts au moment où la salve d'après débarque. Moi, je me fais souvent avoir où mes 5 ils partent assez tôt. L'année passée, ça s'est assez bien passé. C'est peut-être pas un hasard si j'ai bien réussi ma saison. Mais toi, tu gères comment? Est-ce qu'il faut être à 0 à la prochaine salve de transfert pour toi? Au début, je pense pour faire gagner de la valeur à son équipe, j'y reviens, hein, il faut être à 0 ou à 1. De garder 5 transferts puis d'en avoir 10 pour la deuxième changement de valeur. Quand on reçoit 5 transferts, à moins qu'il a pris les 15 meilleurs qui prennent tous de la valeur. Et puis, mais ça, c'est autant jouer au loto, quoi. On est d'accord. Donc, j'essaye de les étaler et puis d'en garder un si j'arrive. Parce qu'il y a toujours ce transfert blessure. Dustin Jeffrey s'est blessé, c'est la saison passée ou il y a 2 ans. Il faut le remplacer, hein, Dustin Jeffrey. Il ne peut pas rester sur son banc, dans notre banc. Donc, j'essaye. Puis plus la saison avance, plus je pense play-off. Parce que je pense qu'il faut penser play-off déjà aujourd'hui. Comme je disais avant, j'essaye de prendre 2 duos d'équipes que je vois dans le top 8. Top 4 idéalement, mais après, ils coûtent bien sûr un peu plus cher. Et plus la saison avance, plus je commence à réfléchir mes transferts pour arriver en play-off en gardant au minimum 3 transferts. J'avais fait d'ailleurs un article... Vous m'avez proposé de le faire sur ce sujet si vous êtes intéressé. C'est très intéressant d'ailleurs. J'avais appris beaucoup de choses sur cet article qui est toujours disponible sur le site de Contract. D'ailleurs, si vous voulez voir, la saison dernière, Miguel Piquant avait fait un article sur le site de colfax.ch où il dévoilait sa stratégie. Dévoilait entre plein de guillemets, mais il nous expliquait comment lui construisait son équipe. Alors forcément, les valeurs sont complètement différentes de celles de l'année passée. Par contre, d'aller jeter un petit œil puis de se dire « Ah tiens, mais voilà comment il pense son équipe », je pense que c'est pas perdu.
On a fait 2 épisodes en un, du coup une capsule hockey manager plus un épisode sur le vrai hockey, on va dire. On se réjouit, plus que quelques heures à tenir avant le début de saison. Merci Michael d'être venu à notre micro pour cet épisode spécial. C'était un plaisir et je sais pas vous, mais moi j'ai la pression qui monte là. Je faisais mon équipe hier et je me disais mais vivement que ça commence. Je me demande combien je vais faire de changement d'équipe d'ici à 19h, quoi. 35, 40 demain 40, ouais, beaucoup. C'est vrai qu'avant de dormir, tu te dis attends, comment on pourrait faire? Ouais, mais si je fais ci et ça, ouais, mais attends. Après, j'oublie un peu. Je dis, je vais pas rallumer mon attel pour voir la valeur de machin, c'est débile. Non, mais dors maintenant. C'est terrible. Vivement que ce soit terminé. Comme ça, on pourra se concentrer sur je mets qui capitaine, comment je fais ma ligne. Ça va être beaucoup plus simple. Ouais. En tout cas, on espère que ça vous a aidé ou pas. Peut-être ça vous aidera pas. De crâne. Aspiré. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre notre ligue pour défier Michael qui est présent dans cette ligue. Oui, bien sûr. Et nous aussi, on sera aussi présents, voir si on fait aussi bien que la saison dernière. D'ici la semaine prochaine, le premier épisode sur les premières tendances après 2 journées et la Coupe de Suisse qui est ce week-end aussi. Profitez bien de ces premiers matchs et mettez votre masque. Et puis je dois faire ton boulot, donc n'hésitez pas à nous suivre Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, SoundCloud et notre chaîne YouTube. Salut Michael, bonne saison. Salut Michael. Bonne saison. Bonne saison.